Et nous retrouvons donc Guillaume Bernard, historien du droit, politologue, maître de conférences. Bonjour Guillaume Bernard, merci d'être avec nous. Eh bien, merci de votre invitation. Et Guilain Benessa, bonjour, vous êtes docteur en droit public, les auditeurs vous connaissent bien, vous êtes aussi avocat, philosophe, enseignant à l'université de Strasbourg et vous avez écrit de nombreux ouvrages, notamment sur l'état de droit ou le référendum, qui sont à retrouver aux éditions de l'Artilleur. Merci d'être avec nous ce matin. Bonjour Lilotte, merci pour l'invitation. Alors, nous sommes ravis de vous retrouver tous les deux puisque nous vous avions tous les deux invités à donner votre avis en amont de ce vote de confiance, à nous expliquer ce que vous en pensiez, quels étaient les différents scénarios possibles. Guillaume Bernard, commençons avec vous. Selon vous, la meilleure stratégie politique était peut-être de voter la confiance à François Bayrou pour l'obliger à se confronter à son bilan. Qu'est-ce que vous pensez des résultats d'hier soir ? C'est un vote, inédit, et d'une certaine manière historique, en tout cas dans l'histoire de la Ve République. Je ne sais pas si dans 10 000 ans on en parlera encore, mais pour l'instant, pour l'heure, oui, c'est une situation, quand même, importante parce que c'est la première fois qu'un gouvernement, tombe, dans le cadre d'un vote de confiance qui n'est pas juridiquement obligatoire, c'est-à-dire que un gouvernement est présumé légitime et parce qu'il a été nommé par le président de la République, c'est la logique des institutions de la Ve République. Et il demande en règle générale la confiance lorsque, eh bien, il est effectivement susceptible de l'avoir et pour, disons, faire pression sur les trublions des soutiens au gouvernement. Donc, c'est la première fois, il y a eu une quarantaine de votes de confiance sous la Ve République. C'est la première fois qu'un gouvernement tombe sur dans un tel processus, dans une telle procédure. C'est en outre, je dirais, le 5e Premier ministre nommé par Emmanuel Macron en 3 ans. Donc on est dans une situation où incontestablement les institutions du régime actuel sont affaiblies et c'est une situation quelque peu préoccupante, eu égard en particulier au fait que la gauche radicale, eh bien, envisage évidemment, on le voit bien à partir de demain et des jours qui vont venir, d'essayer de semer le chaos pour provoquer, eh bien, une démission du président de la République. Je n'ai aucune sympathie particulière pour Emmanuel Macron, mais je le dis tout de suite, moi, je dois dire que je suis quelque peu gêné par le fait que des oppositions qui sont incapables de construire ensemble, eh bien, se satisfassent de détruire. Voilà. On y reviendra peut-être dans l'émission et dans le débat. Il y a dans le système allemand ce qu'on appelle la défiance constructive, c'est-à-dire qu'on permet toujours aux parlementaires de renverser un gouvernement, mais à condition qu'ils soient capables d'en nommer un autre, d'en soutenir un autre. C'est-à-dire que les parlementaires ne sont pas là pour empêcher l'exécutif d'exister, mais pour s'assurer que l'exécutif est soutenu par une majorité. Or là, nous sommes dans une situation où, eh bien, des oppositions qui sont incapables de gouverner ensemble, eh bien, mettent le pays dans une situation quelque peu compliquée. Et par conséquent, oui, je dois avouer que cette situation quelque peu me gêne. Alors après, si ça doit conduire à un changement de régime, pourquoi pas? Vous savez bien que je ne suis pas hostile à l'évolution institutionnelle, mais voilà, les forces politiques ont une capacité à faire passer pour le bien commun ce qui n'est que leur intérêt de boutique et je pense que cette situation n'est pas entièrement satisfaisante. Guilain Benessa, votre avis sur la situation et peut-être d'ailleurs en réponse à Guillaume Bernard. Écoutez, première chose, Guillaume Bernard disait, je crois, historique. Alors, est-ce qu'on s'en souviendra ou pas dans 1000 ans? Ça m'étonnerait, mais par contre, à notre petit niveau, oui, c'est quand même un séisme. Écoutez, je vais peut-être vous, je sais pas si je vais vous étonner, Liselotte, ma tonalité hier, en regardant cela, j'ai quand même jeté un œil autant que faire se peut en direct à la déclaration de François Bayrou et aux réactions des uns et des autres. Ce qui m'est quand même venu à l'esprit, je peux pas mettre tout le monde dans le même sac, mais tout de même, c'est une tristesse Mmh. profonde.
une tristesse. J'ai trouvé que ce qui m'est venu à l'esprit, c'est ma première réaction, c'est que il y a un an, à la limite, la première dissolution, si tant est qu'il y ait une deuxième sous Emmanuel Macron, on verra. Et la dissolution de juin 2024, je l'ai prise comme c'est un coup de tonnerre. Disons qu'on s'y attendait peu. J'avais mis un petit billet dessus à l'époque, mais enfin bon, franchement, au jeu de Madame Irma, tout le monde peut avoir raison ou tort un coup sur deux. C'est très difficile à dire. Mais disons que la dissolution avait été un coup de tonnerre. On avait fait beaucoup de politique pendant quelques temps. On a eu de barrage républicain, on a joué à tout ça. Et au fond, la France derrière perdait chaque jour un peu de temps dans une espèce de centrifugeuse macronienne, vous savez, qui a duré tout l'été. On a eu Barnier avec le résultat qu'on connaît, où on s'est demandé qu'est-ce que fichait un ex-commissaire européen qui, à mon avis, 7% des Français connaissent sur les 100%, à peu de choses près. Je pense qu'aujourd'hui encore, Michel Barnier, ce serait Michel Who, vous savez, Michel qui, si on jouait au dictionnaire ou à l'identité des hommes politiques sur un dictionnaire ou sur un organigramme. Et on l'a remplacé par François Bayrou. Emmanuel Macron l'a fait. François Bayrou, donc personne n'en attendait grand-chose depuis le départ. Et finalement, il part dans un moment prétendument mendicien où il a essayé de nous expliquer que tout allait mal. Je rappelle ce que a dit Bayrou hier m'a quand même un peu figé, c'est qu'hier, il a eu des expressions assez fortes en disant que la cale était inondée pour parler du bateau France qui coule, etc. Or, je rappelle que François Fillon, 2007, disait « Je suis le chef d'un gouvernement d'un pays en faillite ». Il y a 20 ans. Alors, venir 20 ans plus tard jouer les guides éclaireurs quand tout le monde l'a déjà fait avant lui, franchement, je vais quand même difficilement dire que c'est un courage particulier de répéter la même chose que les autres. Maintenant, par-delà cette tonalité tragique, sur l'état du gouvernement, le bal, comment dire, le théâtre d'hier, le théâtre d'ombre d'hier, là où je suis un peu en désaccord avec Guillaume Bernard, c'est que effectivement, les institutions en pâtissent. Effectivement, la France en pâtit tous les jours. Effectivement, je pense que la tragédie n'est peut-être pas très loin, ou plus très loin. Mais il faut quand même reconnaître que même s'il y a bien des responsabilités précédentes, même si tout le monde est un petit peu de la partie, même si on peut reprocher aux oppositions beaucoup de choses, LFI, le RN, hier d'autres, peu importe, l'organisateur numéro un depuis 1 an et demi de la destruction s'appelle Emmanuel Macron. Et il s'appelle exclusivement Emmanuel Macron. Et quand les gens réclament, que ce soit les oppositions, la démission d'Emmanuel Macron, elle est pour moi la seule solution, qu'on soit de gauche, de droite, d'ailleurs, du centre, d'en haut, dit quoi que ce soit, parce que la seule personne qui n'a strictement rien saisi à ce qu'il est en train de faire, alors même que je pense, il sait parfaitement au fond ce qu'il est en train de faire, s'appelle Emmanuel Macron. Tous les autres s'inscrivent dans son sillage, et voilà 1 an, presque, on va bientôt fêter l'année et demie si ça se poursuit comme ça, l'année et demie de perte de temps où en fait nous jouons avec les institutions, ils jouent avec les institutions en les détruisant chaque jour un peu plus par le jeu du sablier, ils gagnent un peu de temps, par la nomination de Premier ministre fantôme, par une architecture gouvernementale inepte, par l'invention on va dire, de petites trouvailles et du jeu du DRH, parce qu'il va rejouer au DRH maintenant en essayant de passer un casting pour trouver un remplaçant le plus vite possible. Certains disent d'ailleurs que Christine Lagarde serait dans les petits papiers pour venir du FMI redresser la France. Donc en réalité, il aura absolument tout fait pour détruire le pays et les institutions en 1 an et demi. Et je conclurai simplement comme ça. Je suis très peu. Comment dire, je n'essaye pas de relier les points trop vite. Je ne suis pas un adepte des théories du complot. J'essaye juste de travailler, vous voyez, à mon maigre niveau. Mais au fond, depuis 1 an et demi, quel est l'objectif d'Emmanuel Macron? Qu'est-ce qu'il fait? On se demande depuis 1 an, mais qui est-il? Vous savez, depuis 8 ans. Il est l'amphibène, cet animal qui regarde en haut, enfin derrière et devant en même temps. Il est le en même temps macronien. Ça fait 1 an et demi qu'il n'y a plus de en même temps. On a compris ce qu'il fait. Il détruit le pays. Avant, il le faisait à la limite à ciel couvert. Il le fait à ciel dévoilé. On comprend ses intentions quelque part. Il gratte du temps pour rester au pouvoir. Et chaque jour qu'il gratte, il reste un peu plus longtemps. Mais en même temps, il affaiblit les institutions. Donc, plutôt que rêver à des lendemains qui chantent ou d'autres institutions, j'aimerais simplement qu'on balaye le responsable numéro 1 et qu'on remette les institutions d'équerre, tant que ce soit encore possible, parce que je crois qu'à force d'entraîner tout le monde dans son sillage, Emmanuel Macron démonétise, fragilise et détruit tout ce qu'il touche. Ça commence à devenir sincèrement légèrement l'apocalypse. Est-ce qu'on peut réellement dire que Emmanuel Macron s'applique à détruire la France, les Français, ses institutions,
Ou bien est-ce que c'est simplement un symptôme de son désintérêt total pour le destin du pays et des Français, Guillaume Bernard? Puisqu'on voit un Emmanuel Macron, on en discutait avec notre précédente invitée, on voit un Emmanuel Macron qui, en pleine crise politique dans son pays, se préoccupe surtout de l'Ukraine et de gesticuler sur les dans différentes réunions internationales dans lesquelles souvent d'ailleurs il n'a même pas sa place et il doit la négocier difficilement. Mais voilà, est-ce que finalement c'est pas simplement la preuve qu'il s'est désintéressé, au-delà d'une volonté euh, explicite de destruction? Mais je crois que Emmanuel Macron a, dès le départ, dit clairement, que son objectif était une intégration encore plus poussée, de la France dans le cadre, des institutions de l'Union européenne. Donc si, la crise, de politique, voire la crise de régime, que la France connaît, peut, favoriser, le fait, eh bien qu'elle soit, de plus en plus, soumise, à l'autorité de l'Union européenne et en particulier de la Banque centrale, voire peut-être plus encore du Fonds monétaire international, du FMI, je pense que ça fait partie tout à fait de sa logique, c'est-à-dire que nous sommes en face d'hommes politiques qui considèrent que le temps des nations est passé et qu'il faut une division internationale du travail et la France serait dans le fond un grand pays de tourisme, de production d'articles de luxe et de gastronomie, et tandis que l'industrie, elle, eh bien, il est logique qu'elle parte, ou il est acceptable en tout cas qu'elle parte ailleurs. Donc j'aurais envie de vous dire, rien de nouveau sous le soleil. Nous sommes avec un personnel politique qui a intégré l'idée que eh bien, la France devait perdre sa souveraineté. Et c'est d'ailleurs pour cela, sincèrement, que je ne peux pas croire que François Bayrou, qui est peut-être pas aussi, je dirais, sur des positions aussi excessives que celles d'Emmanuel Macron, mais qui partage tout de même l'idée de la construction européenne, je ne peux pas imaginer un instant que François Bayrou ait demandé ce vote de confiance à la va-vite, sans y avoir réfléchi et en ne sachant pas que vraisemblablement, il n'obtiendrait pas cette confiance. Moi, je l'ai déjà dit à cette antenne, Bayrou est un vieux filou ou un vieux matou de la politique et s'il s'est fait ses poucous, eh bien, c'est parce que il avait envisagé la possibilité véritablement de partir, d'être obligé de partir et d'une certaine manière de transmettre, sinon le flambeau, du moins la responsabilité à d'autres. Parce que qu'est-ce qui se passe? Si jamais la situation de la France, qui est gravissime hein, d'un point de vue financier, eh bien, venait à s'aggraver, y compris dans les jours à venir, si les taux d'intérêt venaient à devenir extrêmement élevés, encore plus élevés qu'ils ne le sont déjà, eh bien, les oppositions en seraient rendues responsables, alors même que, évidemment, on le sait bien, c'est l'ensemble de la classe politique qui est responsable de cela depuis maintenant une cinquantaine d'années. Mais celle qui serait rendue directement et immédiatement responsable, ce serait celle qui aurait conduit au renversement du gouvernement. Moi, je constate quand même que dans le dysfonctionnement des institutions telle qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire on a perdu le phénomène majoritaire qui était la marque de fabrique hein, de la Ve République, et puis le fait que le gouvernement n'avait pas besoin d'investiture du Parlement, mais qu'il tirait sa légitimité d'une nomination par le président de la République. Dans ce dysfonctionnement-là que nous avons, on a quand même des forces politiques qui chacune essaye de tirer les marrons du feu en présentant sa position comme étant la défense du bien commun ou du moins de l'intérêt général. LFI se focalise, et c'est assez logique d'ailleurs, sur la démission
voire peut-être éventuellement la destitution du président de la République, encore qu'il faut une majorité des 2 tiers dans chacune des chambres, puis ensuite une majorité des 2 tiers dans le cadre de la haute cour, c'est-à-dire la réunion des 2 chambres en instance de jugement. Bon, et on comprend pourquoi, parce que eh bien, tout simplement, Jean-Luc Mélenchon voit l'horloge qui tourne et a besoin d'être candidat à la présidentielle en étant le moins âgé possible. Bon, et en même temps, c'est très amusant parce que LFI se fait d'une certaine manière le parangon de la logique des institutions de la Ve République où l'élection phare, l'élection centrale, celle qui plie les choix, c'est la présidentielle. Donc là, c'est son intérêt et il se focalise là-dessus. Le centre, évidemment, qui eh bien, s'effiloche petit à petit. D'ailleurs, on n'a pas parlé des votes précisément d'hier, mais on pourra y On revenir. va y venir, Mais oui. mais le centre, lui, eh bien, a pour intérêt d'essayer de colmater les brèches, d'empêcher le bateau de couler et donc d'essayer de désolidariser le Parti socialiste du NFP, hein, du Nouveau Front Populaire. Et puis, quant au Rassemblement national, on sait bien que dans la situation dans laquelle il est, avec une présidente qui, a priori, ne peut pas être pour l'instant candidate et qui, bon, on verra bien ce qu'il en adviendra à l'été 2026, mais enfin, a priori, devrait être vraiment dans des difficultés pour pouvoir être candidate à la prochaine présidentielle. Bah, le Rassemblement national, lui, eh bien, préconise la dissolution parce que, bah, dans le fond, Marine Le Pen pourra continuer à être le chef du navire, même si elle n'est pas députée, tandis que s'il y avait une présidentielle maintenant, eh bien, il y aurait, on le sait bien, et il y a déjà des dissensions internes si jamais c'était Bardella qui devait remplacer Marine Le Pen. Mmh. Donc chaque force politique essaye de présenter ses intérêts ou dissimule ses intérêts de boutique derrière une position qui serait supposée être la défense du bien commun. Moi, je trouve ça absolument répugnant. Merci d'être avec nous, Guillaume Bernard et Guylain Benessa. On retrouvera Richard Dessès dans quelques minutes pour sa chronique. Et puis, on aura l'occasion de discuter tous les quatre ensuite de ce sujet. Je rappelle aux auditeurs que nous sommes en émission spéciale, donc mono-sujet jusqu'à 10h. On parle de Bayrou pour votre plus grand plaisir. Et on retrouvera Christophe Boutin tout à l'heure pour continuer donc à analyser la situation. Guylain Benessa, reprenons avec vous. Est-ce qu'une dissolution de l'Assemblée nationale est désormais souhaitable ou est-ce que ça n'ajouterait que du chaos au chaos dans une ambiance de politique finalement qui, comme le disait Guillaume Bernard, ne sert plus qu'à montrer sa désapprobation et à se réjouir justement de ce chaos qu'on va semer sans avoir réellement d'alternative à proposer? Alors, en fait, il y a 2 questions liées et je rebondis, sur ce que Guillaume Bernard vient de dire sur les forces politiques parce qu'en fait, la question de la dissolution, vu qu'elle porte sur le Parlement par la nature des choses, porte sur, les forces en présence et qu'est-ce qui peut advenir, qu'est-ce qui peut sortir de là si on dissout demain? Et en fait, la 1re remarque, c'est quand même fascinant. Nous entendons tous depuis quelque temps des gens appeler à changer de régime, à changer les institutions, à accélérer la modification. Finalement, on est dans l'impasse, ce qui est vrai. En réalité, nous vivons aujourd'hui sous l'égide de la 6e ou de la 4e République. Nous y sommes déjà. Le principe même de la 4e République ou d'un régime parlementaire à la française tel qu'on l'a pu connaître, c'est la situation de la France depuis 1 an et demi. C'est-à-dire la prime aux médiocres, la prime aux partis, la prime aux compromis lamentables, la prime aux petits cadors et aux petits chefs, la prime à tous ceux qui pensent à leur petite boutique avant de parler de la France, la prime globalement au collège des incapables qui aujourd'hui à l'Assemblée, évidemment, de tous les bords, certainement pas, mais de certains bords surtout, expriment des petites opinions plutôt que penser à la France. On l'a connu, il suffit d'ouvrir un livre d'histoire. C'est précisément la raison pour laquelle le général de Gaulle, Dieu soit loué, a fait le travail en 58 pour calmer tout cela. Je rappelle, et c'est fascinant de reprendre la conférence de presse, quand de Gaulle revient en 1958, quand il donne sa fameuse conférence sur l'Algérie française, il désigne les mêmes partis avec les mêmes arrangements et les mêmes petits chefs qui s'arrangent les mêmes postes dans les mêmes cabinets ministériels. C'est une description très simple qu'on appellerait aujourd'hui populiste, des petits arrangements un peu lamentables qui guident l'intérêt du pays à la période. Sincèrement, ça fait 1 an et demi que nous vivons ça, grandeur nature.
Tout le monde rêve du petit cheval, vous savez, la course des petits chevaux. Alors, qui a le Marocain? Qui va durer 3 mois? Qui a la voiture de fonction? Qui aura le plus longtemps? Qui a la petite phrase, d'accord? Et qui surtout ne fait rien, puisqu'on constate bien que depuis maintenant 1 an qu'il y a une valse ministérielle, il n'y a strictement rien qui en sort, si ce n'est quelques petites phrases sur les portiques de sécurité au lycée. Je rappelle que c'était quand même une question qu'a posée Bayrou, une grande question nationale il y a 6 mois. Faut-il plus de sécurité à l'école parce qu'il y a des attaques au couteau? Et je vous rappelle que ce grand Bayrou nous a aussi vendu en février que le grand débat de notre temps, c'était la remise en cause du cumul des mandats, de l'interdiction du cumul des mandats, dont il avait fait un nouveau cheval de bataille. On voit le niveau de la politique version 4ème République. Pas mal, dans le genre médiocre, on peut encore creuser longtemps, mais tout de même, c'est sympathique. Alors, si on dissout demain, Liselotte, j'en viens là. Le problème est très simple. Je ne suis pas un hostile à la dissolution. Je pense que Emmanuel Macron, pourquoi pas, avait cette idée un peu curieuse et un peu fantasque de dissoudre après les européennes, mais bon, admettons. Le problème n'est pas celui-là. C'est-à-dire qu'en fait, je pense sincèrement qu'on joue, vous savez, au vieil adage de regarder le doigt plutôt que la lune, et que la dissolution est une solution qui aujourd'hui est à nouveau ouverte, puisqu'on a 1 an de délai qui est passé entre la dernière dissolution et l'ouverture du droit de dissolution, donc pourquoi pas. Mais je pense qu'en fait, la dissolution demain, a priori, ne réglera rien. Le RN va certainement monter, le bloc central va certainement s'effondrer, Mélenchon, qu'on le veuille ou non, va certainement conserver des affidés, une position de surplomb par rapport aux autres. Je suis l'un des rares, je crois, à penser que Mélenchon a un destin présidentiel, qu'on le veuille ou non. C'est-à-dire que sur le chaos, il saura souffler sur les braises, et qu'on le veuille ou non, il a une dimension tribunicienne qui manque tellement par rapport aux autres que dans le cadre d'un conflit présidentiel, il sera là, qu'on le veuille ou non. Je veux dire, il fera le boulot, comme on dit. Donc, je me méfie des dissolutions à l'emporte-pièce et surtout des résultats d'une telle dissolution. Maintenant, la question est claire. Il n'y en a pas 12 000. Bricoler un gouvernement, solution 1, d'accord? On a connu Barnier, on a connu Bayrou, on aura, je ne sais pas, un succédané de Bayrou, ou alors un pilote extérieur et un gouvernement technique, d'accord? Avec Lagarde, osons-le, Thierry Breton, d'accord? Pourquoi pas? Histoire de dire clairement que la France est une province européenne, ce sera encore plus simple, d'accord? Autant filer les clés du camion à quelqu'un qui ne pense plus du tout à la France et qui ne fait même pas semblant d'être élu, vous voyez, c'est plus simple. Ou alors on dissout, avec le résultat que je viens de décrire, ou alors il démissionne, personne n'y croit. Maintenant, le problème, c'est que le blocage est tellement là que Guillaume Bernard disait à juste titre que la destitution techniquement est impossible. C'est un fantasme de la France insoumise, qui d'ailleurs parle beaucoup plus de destitution que de démission, parce que je pense qu'elle a envie de pousser Macron à partir, mais en imaginant jouer sur la forfaiture, un cadeau de trahison, le mettre en procès en quelque sorte. C'est un peu rapide, mais on comprend l'idée. Alors que, à mon avis, la seule solution, c'est que l'intégralité de la classe politique, lève son index et désigne Emmanuel Macron comme le responsable, en disant la démission relève à la fois de la dignité de la fonction, de l'esprit des institutions, de la responsabilité du président de la République et de la responsabilité du pays. C'est-à-dire que la démission est la seule solution pour débloquer le reste. La dissolution est une arme qui peut produire des effets, mais vu qu'on n'est absolument pas certain du résultat, et surtout que la dissolution est une arme de petit pied, là où en réalité la démission est l'arme atomique qui est théoriquement dans l'esprit des institutions, j'en reviens toujours, et je suis désolé de finir avec cela, mais tout de même, parce qu'on l'oublie souvent dans les débats, la question n'est pas de savoir si Emmanuel Macron a perdu une élection intermédiaire, en l'occurrence les législatives. La question est de savoir, qui est une question à la fois démocratique, légitime, dans l'essence même des institutions, si un président qui convoque des élections, qui dissout parce qu'il le souhaite, a le droit et la légitimité de se maintenir au pouvoir alors même qu'il les perd. C'est très simple. La raison pour laquelle le général de Gaulle n'a pas inscrit dans les institutions la démission, il en parle avec Perfit très clairement dans C'était de Gaulle, il dit à Perfit qu'il n'imagine même pas qu'un homme après lui puisse se maintenir en ayant perdu les élections législatives. Donc il faudrait simplement rappeler à Emmanuel Macron qu'un président qui a la dignité d'être en place et d'être tel qu'il est n'a pas d'autre choix que de démissionner. Il le sait d'ailleurs parfaitement et il se maintient pour mieux corrompre à la fois l'esprit et la lettre en réalité des institutions.
On reste avec vous, Guilain Benessa, Guillaume Bernard. J'ai hâte d'avoir votre réaction, Guillaume Bernard, puisqu'on voit qu'effectivement, vous réagissez à ce que nous dit Guilain Benessa. On va parler aussi de la façon dont ça va faire évoluer les différents blocs de partis politiques, toute cette affaire. Mais avant ça, une parenthèse avec la chronique de Richard de Sèze qui rejoint ensuite notre discussion. Ligne droite. Nous avons de la visite. Le face-à-face. On poursuit donc cette discussion avec vous, Richard de Sèze. Nous étions avec Guillaume Bernard, historien du droit, politologue et maître de conférences, et Guilain Benessa, docteur en droit public, avocat et philosophe, enseignant à l'Université de Strasbourg, auteur de nombreux ouvrages à retrouver aux éditions de l'Artilleur. Messieurs, merci d'être encore avec nous pour la fin de cette discussion. Guilain Benessa, je crois que vous devrez nous quitter rapidement, donc n'hésitez pas à nous faire signe quand vous devez partir. Guillaume Bernard, on reprend avec vous. Richard de Sèze concluait sa chronique justement sur ces vieux républicains qui se réveillent. On voit que le Parti des Républicains est l'un de ceux qui s'est le plus déchiré sur ce vote de confiance à François Bayrou. En fait, quasiment le seul même, puisque tous ont voté quasiment à l'unanimité. Les Républicains, c'était beaucoup plus compliqué en leur sein. Est-ce qu'on est en train d'assister une fois de plus à une déroute du Parti des Républicains, alors que tout le monde disait attention, peut-être après les dernières législatives, attention, peut-être que ce sera le retour du phénix, un jour le parti n'est pas mort. Bon, il n'est pas mort, mais là on le voit quand même à nouveau bégayer. Écoutez, on est vraiment avec des vieilles forces politiques qui, effectivement, naviguent à vue. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a l'enjeu des municipales et que le Parti socialiste et les Républicains, qui sont au niveau national à un étiage très bas, ont quand même, je dirais, encore une force. C'est le fait qu'elles contrôlent un certain nombre de collectivités territoriales. Bon, on sait bien quand même que le Parti communiste, qui a survécu après le 9 novembre 89, n'a pas disparu tout de suite grâce justement à son implantation locale. On est quand même plutôt sur la pente descendante pour ce qui est de l'UPS et de LR, mais voilà, ils essayent de survivre et il faut bien le dire pour ce qui est de LR, on a quand même, si je ne m'abuse, 13 députés LR qui ont refusé la confiance. Il y en a d'autres, je crois 9, donc ça nous fait quasiment la moitié, 13 plus 9, 9 qui se sont abstenus. A priori, d'après, si on regarde attentivement ceux qui ont voté contre ou qui se sont abstenus, c'est quand même ceux qui sont dans des circonscriptions où ils sont en danger, où ils sont véritablement concurrencés par d'éventuels candidats Rassemblement national ou UDR. Et donc, on peut penser que c'est vraiment des intérêts personnels qui ont en grande partie conduit à ce vote. C'est très grave ce que vous dites là, Guillaume Bernard. Les députés ont des intérêts personnels. Et je crains malheureusement que nos hommes politiques, parce qu'ils sont très grassement rémunérés, eh bien, ont des intérêts qui ne sont pas nécessairement ceux du bien commun, mais des intérêts de carrière. On pourrait peut-être revenir à la gratuité du mandat que connaissaient les députés aux États généraux ou antérieurement, évidemment, la gratuité de la fonction de sénateur romain. Mais je ne suis pas sûr que nos hommes politiques soient prêts à s'investir dans une fonction publique de manière parfaitement gratuite. Bon, alors, il y a ces éléments-là. À un autre élément pour ce qui est de LR s'ajoute évidemment le fait qu'il y a des tiraillements internes entre Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau. Évidemment, la chute du gouvernement Bayrou n'arrange pas la stratégie de Bruno Retailleau, qui pensait pouvoir vraisemblablement exister en tant que ministre de l'Intérieur jusqu'au municipal, puis ensuite quitter le gouvernement pour lancer sa campagne présidentielle. C'est aussi vraisemblablement pour cela que Laurent Wauquiez a laissé la liberté de vote aux députés LR pour que cela puisse le relancer dans ses propres ambitions. Bon, voilà. Je pense sincèrement que le vote d'hier, il est dû
bien sûr au fait que les oppositions, et je le répète, hein, des oppositions qui sont incapables de construire ensemble, mais qui ne sont capables que de détruire. Il y avait le vote des oppositions, donc environ 330 députés, et on est arrivé à un nombre de députés refusant la confiance supérieur à ceux qui avaient fait tomber le gouvernement Barnier il y a quasiment un an, puisqu'on a atteint 364 votes contre le gouvernement. Ça veut dire que même dans le bloc central, même dans ce qu'ils appellent le socle commun, il y a des déperditions. Bon, alors ça me permet, si vous permettez, pardon pour ce long tunnel, mais je vais être très rapide là cette fois-ci, ça me permet de rebondir sur ce que on a dit précédemment dans l'émission et dans votre chronique. 3 petits points très rapides. Le premier, la démission du président de la République, oui, ça serait la logique dans la lecture gaullienne de la Ve République, mais je vous rappelle que Valéry Giscard d'Estaing en 78 avait annoncé que si la gauche gagnait les élections, il accepterait la cohabitation. François Mitterrand en 1986 a accepté la cohabitation, et puis Jacques Chirac en 97, il dissout, il perd, et il reste au pouvoir. Et Chirac, il convoque un référendum en 2005, il le perd et il reste au pouvoir. J'aurais presque envie de dire, on n'est déjà plus dans la Ve République gaulliste, et c'est de la faute, je dirais, eh bien, du personnel politique lui-même. La dissolution, je suis parfaitement d'accord avec Guilain Bénessart, eh bien, il n'en sortirait vraisemblablement rien, c'est-à-dire qu'aucun des camps, même si on aurait sans doute un affaiblissement du centre et une progression du RN, il n'y aurait pas de nouveau de majorité, donc je ne vois pas très bien à quoi elle pourrait servir, et elle ne clarifierait pas la situation. Et puis je rebondis un peu sur un élément que vous avez dit dans votre chronique, cher Richard de Sèze. Oui, bien sûr que ce sont les gouvernements qui ont dépensé l'argent, qui ont créé de l'argent magique par la redistribution, en spoliant les créateurs de richesses. Il n'empêche quand même que les électeurs ont continué à voter pour ces forces politiques qui ont mis le pays dans cette situation. Et donc, je crains que les Français ne soient à la fois sidérés, je dirais, par le déficit budgétaire, par la dette, et en même temps pas totalement quand même conscients des énormes sacrifices qu'il va vraisemblablement falloir faire pour conserver notre souveraineté et assurer l'avenir des prochaines générations. Or, ce que je constate, c'est que les oppositions ne préparent pas l'opinion publique à ces sacrifices. L'argent magique à gauche, taxer les riches pour la gauche radicale, réserver l'État-providence, mais dans le fond, pas vraiment changer le système pour le Rassemblement national. Et quant au centre, il n'y a qu'une solution, c'est d'abandonner notre souveraineté et de la confier à des institutions européennes, voire internationales. Je crains que nous ne soyons dans une situation vraiment gravissime, due en partie au fait que les hommes politiques ne remplissent pas leur fonction d'édification de la population et que leur seul objectif, c'est d'essayer de ratisser des voix. Donc c'est ça qui véritablement, moi, me gêne. Guillaume Bernard, vous nous aviez promis que vous seriez un tout petit peu plus court. Ouais, je vois Guilain Bénessart qui voulait réagir justement à ce que vous disiez sur la Ve République. Non mais précisément, hier, il y a deux choses intéressantes chez François Bayrou hier, n'en déplaise à ce cher Richard de Sèze, dont j'ai apprécié la chronique à l'instant, c'est que François Bayrou m'a fait rire, puisqu'il a dit à de multiples reprises qu'il profitait des cris des oppositions pour boire de l'eau. J'ai trouvé que là-dessus, cette pause fraîcheur façon François Bayrou était au moins un moment, des espèces de petites pauses sympathiques dans un discours lénifiant. Bref, par-delà cela, allons au fond. François Bayrou a dit par-delà cette pause fraîcheur quelque chose d'intéressant. Il a rappelé que ça fait 51 ans que nous vivons avec un budget en déséquilibre et que donc nous ne maîtrisons plus rien sur la dette, même si Emmanuel Macron est le grand fossoyeur dernière période. Là où je veux en venir, c'est que le point est très simple. En fait, ça fait 51 ans qu'on déconne sur tout. Ça fait 51 ans qu'on a creusé la dette. Ça fait 51 ans qu'on a trahi le pays. Ça fait 51 ans qu'on l'a vendu à l'Europe. Ça fait 51 ans qu'on n'aurait jamais dû inventer la cohabitation. Ça fait 51 ans que Giscard, Mitterrand, Chirac, Sarkozy, Hollande, Macron et Bayrou désormais ont absolument flingué les institutions. Donc ce qui est très simple, il suffit de rembobiner et de revenir 51 ans en arrière. Mais pas seulement sur la dette, comme le dit François Bayrou,
mais aussi sur les institutions, sur le tout. C'est-à-dire que ce qu'il a essayé de faire, ce qu'essayent de faire les politiques, c'est de dire on peut détricoter le tableau. On peut manger une part du gâteau simplement, ou plutôt se délester d'une part du gâteau. Ah, sur la dette, on a déconné, mais sur l'Europe, on n'a pas déconné. Sur les institutions, on a un peu déconné, mais pas tant qu'on le croit. Ah si, c'est très simple. Il y a des points névralgiques, il faut relier les points, c'est tout ce qu'il y a à faire. Ça fait 51 ans qu'on a fait littéralement le contraire de ce qu'on aurait dû faire sur tous les tableaux. Et ce qu'essaye de faire Bayrou, mais comme Macron, d'une autre manière, etc., Macron est beaucoup plus jeune, c'est de se dédouaner d'un morceau pour que les Français payent pour le reste. C'est-à-dire, on a déconné sur la dette, merci de payer les Français. Mais cette dette, elle a été alimentée parce que ça fait 51 ans que personne ne tire les responsabilités de ses propres échecs, parce que tout a été mis sous le tapis, tant et si bien comment le tapis s'est rigidifié et il ne bouge même plus. La chose est totalement figée. Donc moi, ce que je prétends, c'est très simple, c'est que oui, je veux bien que la cohabitation a été inventée. Chirac l'a déjà fait, Giscard l'avait fait, Chirac également, etc. Je suis d'accord avec ça. Mais il suffit d'en revenir à l'essence de ce qui marchait très bien. À l'époque, nous n'avions pas de dette, où nous n'avions pas vendu nos intérêts, et où les hommes politiques, lorsqu'ils perdaient une élection, partaient, en tout cas un minimum. C'est pas très compliqué. En réalité, vous savez, je vous disais récemment, Liselotte, le paradis est à portée de main. On le connaît, il suffit de faire le parcours. Et pour faire ce parcours, la seule chose qu'il faut, c'est lire correctement les institutions et avoir un minimum de courage. On nous vend que c'est compliqué parce que personne ne veut le faire. Mais en réalité, le puits de jouvence, si je puis dire, l'eau de source, elle est à 2 pas. Suffit d'y aller. On nous a inventé monts et merveilles et désormais un discours à la Bayrou qui est en fait une façon de nous cacher la vérité, de faire payer aux Français le caractère totalement hiératique d'une politique menée cul par-dessus tête depuis 51 ans, dont tous ou presque tous ont une part de responsabilité. Et en réalité, je suis persuadé que certains d'entre eux savent très bien où se situe la vraie ligne d'arrivée. Simplement, vu que c'est se conchier, se contredire et dire que nous avons fait n'importe quoi depuis 51 ans, presque personne n'est capable de le dire, puisque même une partie des oppositions ont joué le jeu depuis 51 ans. Comment vous voulez changer de logiciel lorsque vous êtes partie prenante du problème que vous allez alimenter en toute connaissance de cause et dont vous avez tiré les marrons du feu pour en réalité vendre vos propres subsides et vivre de la bête, tout simplement. Et je suis désolé, je suis contraint de vous quitter, Liselotte. Donc, J'allais dire. on aura l'occasion de poursuivre une autre fois. Merci pour cette dernière tirade, Guilain Benessa. Et effectivement, de toute façon, c'est le genre de discussion qu'on a régulièrement avec vous. On sera ravis de vous retrouver. Merci pour ce matin. Et puis, on poursuit donc avec Guillaume Bernard et Richard de Sèze. Est-ce que vous Guillaume voulez Bernard, réagir, Gabriel Attal, justement pour rebondir sur ce que vient de dire Guilain Benessa, explique, et il l'avait déjà dit il y a quelque temps, il l'a redit hier, que ce n'est pas aux Français de régler le problème du Parlement, c'est au Parlement de régler le problème des Français, comme si la dissolution était une espèce de crime démocratique et qu'il était hors de question de donner la parole aux Français. Est-ce qu'on n'est pas vraiment, Bayrou en tête, qui réclame la confiance à des gens hors sol, dans l'idée que maintenant, il faut absolument éliminer les Français de la vie politique française? C'est sûr que, évidemment, lorsque les électeurs ne votent pas conformément à ce que les caciques estiment raisonnable, lorsque ces électeurs sortent du cercle de la raison, évidemment, il faut changer de peuple. Et tout d'un coup, nos grands démocrates cessent de l'être. On sait très bien que la démocratie, pour eux, ça n'est pas un processus de prise de décision ou un processus de désignation de représentants, mais c'est quelque chose qui a un contenu idéologique, et si les Français s'éloignent de ce contenu idéologique, évidemment, ils deviennent extrêmement rétifs à cette démocratie, parce que le peuple devient odieux à leurs yeux. Bon, je dirais, voilà, les choses se révèlent peut-être encore plus aujourd'hui qu'auparavant. Mais je dirais, de ce point de vue-là, rien de nouveau sous le soleil. Cela étant dit, j'entends bien qu'une dissolution
serait parfaitement, je dirais, démocratique, qu'elle permettrait aux Français à nouveau de s'exprimer. Le problème, là, il est double. Il est que les députés n'ont pas de mandat impératif, c'est-à-dire que il faut bien que les électeurs s'en rendent compte. Ils exercent la fonction de désigner des représentants et ensuite ces représentants ne sont pas tenus par les promesses électorales et c'est eux qui décideront, je dirais, de ce qu'est là ou de ce qui est supposé être la volonté générale. Or cela, moi, je dois vous dire que ça me gêne un petit peu aux entournures. Et puis, le deuxième élément, c'est que est-ce que cette dissolution permettrait effectivement de dégager une majorité? Vous allez me dire, on peut parfaitement organiser des élections, constater qu'il n'y a pas de majorité et recommencer pour un tour. Mais c'est peut-être quand même un processus lourd et comment dire, et quelque Oui, mais c'est peu onéreux. démocratique. C'est démocratique. C'est Est-ce que c'est pas, démocratique. est-ce Non, que mais c'est pas le moment, en fait, pour Emmanuel Macron, de sortir l'article 16 et d'expliquer que, puisque le peuple vote mal, puisque les députés ne sont pas capables de s'entendre, lui, au nom de l'intérêt supérieur du pays, va faire en sorte d'utiliser la Constitution et de proclamer le fait qu'il est le chef suprême, élu d'ailleurs pour ça par les Français, dont il ignore volontairement le désaveu constant qu'ils lui assènent. Et c'est une possibilité. Il est très clair que parmi les différents scénarios envisageables, il y a la démission ou la destitution de Macron, il y a le statu quo et puis la dissolution, mais il ne faut évidemment pas écarter la possibilité que, eu égard à d'éventuels désordres qu'il y aurait en France, parce que l'article 16, normalement, s'applique lorsque il y a un dysfonctionnement des institutions et on peut imaginer qu'effectivement, eh bien, il y ait ce dysfonctionnement des institutions, un désordre dans la société, qu'il y ait, je dirais, donc des conditions qui soient réunies pour que le président de la République puisse lui seul, après des consultations, mettre en œuvre l'article 16. Cela étant dit, au bout d'un mois d'application des pouvoirs dits exceptionnels, en théorie, le Conseil constitutionnel est amené à prendre position officiellement et il doit donner sa réponse, donner son avis au bout de 60 jours. On va Donc, devoir terminer, Guillaume voilà, Bernard. donc je termine en un mot. C'est une possibilité, ça n'est pas une panacée, et en tout cas, peut-être que si Emmanuel Macron envisage cela, il est possible que ça attise encore plus la haine contre lui et n'accélère encore plus le chaos. Moi, je n'ai rien contre le changement des institutions, mais encore faut-il, je dirais, lorsqu'on est un homme politique responsable, savoir anticiper les choses et pas simplement lancer un processus qui est ensuite incontrôlable. Merci Guillaume Bernard d'avoir été avec nous ce matin. On vous réinvitera pour poursuivre cette discussion. Merci beaucoup. Avec plaisir.